Décidément, cette année, les acteurs du trio principal d'Harry Potter ont mis la main à la pâte, puisque encore un film avec Daniel Radcliffe cette année. Alors je sais qu'il y a eu énormément de films qui sont sortis avec Daniel Radcliffe. Il y a eu aussi Swiss Army Man, il me semble, où il joue un cadavre. Je n'ai pas pu voir le film. J'essaierai peut-être de le rattraper. Mais là, je vais vous parler d'un film qui est sorti directement sur Netflix en France. Ce film, c'est Imperium. Imperium, bref, comme vous voulez. Ce film raconte l'histoire d'un agent du FBI, un jeune agent du FBI, un bleu, comme ils disent, qui va se voir infiltrer des associations, des regroupements néo-nazis dans l'Amérique du Sud. Enfin, dans les États-Unis du Sud. Voilà. Hein. Tout est beau, tout est bien là-bas. Il n'y a pas de problème. Ce film se révèle plutôt actuel dans son thème, dans ses propos, n'est-ce pas? Voilà, il y a un certain président des États-Unis qui vient d'arriver au pouvoir. Du coup, le film, c'est bien ou je sais pas bien? C'est plutôt bien. C'est plutôt très bon. La réalisation a tout ce qui est plus classique, clairement. J'ai pas été bluffé par la réalisation du réalisateur. Voilà. Ça, c'est une expression banale. Ça, c'est une expression qu'il faut ressortir souvent. La réalisation du réalisateur. Donc, Imperium, film très très bon. Bien évidemment, c'est un film que l'on suit passionnément parce que l'on se dit mais ce n'est pas possible que ce genre de personne existe encore au XXIe siècle, ce n'est pas possible. Et du coup le film va de choc en choc et c'est ce qui fait que le film est finalement beaucoup plus flippant et fait beaucoup plus réfléchir. Donc moi je trouve que c'est surtout un film utile, servi par des acteurs excellents, Daniel Radcliffe mais surtout Toni Collette, j'adore Toni Collette. Voilà, c'est un film utile que je vous invite à voir. Et je n'ai rien de plus à dire, si ce n'est que voilà, Daniel Radcliffe, depuis quelques années, depuis qu'il a fini Harry Potter, essaye de montrer qu'il peut faire autre chose que du Harry Potter. Et là, c'est sûr, c'est pas Harry Potter. Félicitations Daniel Radcliffe. Mr. Wolf, qui est un thriller d'action avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons. Qui c'est que je pourrais dire d'autre? John Berntal. Bref, c'est un thriller d'action qui a la particularité d'avoir comme personnage principal un comptable. Alors, comptable autiste. Voilà. Ce qui est une facette intéressante du personnage. Ce qui fait qu'il se démarque des autres. Et Ben Affleck joue parfaitement bien ce type de personnage. Du coup, je n'ai quasiment rien à dire sur ce film qui était très bon, avec un très bon scénario, de très bonnes scènes d'action, de très bons acteurs. Voilà. J'ai strictement rien à dire. C'était très bien. Allez le voir. C'est mon message. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que, bon, évidemment, c'est Hollywood, évidemment, c'est un film, donc il faut rendre les choses un peu cool. Le métier de comptable n'a rien de cool. Ça, je peux vous le confirmer. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de comptables qui se mettent à écrire sur des vitres, qui se mettent surtout à écrire des centaines, des milliers, que dis-je, des milliers de chiffres sur des vitres. Non, ça n'existe pas.
En tout cas, pas en France. Les comptables français sont encore avec leur logiciel dans leur ordinateur ou la petite calculatrice à côté. Voilà. Et le stylo Montblanc, il n'y a pas de vitre. Mais je serais curieux de voir un film d'action avec un notaire prochainement. Et d'ailleurs, ce sera ma question. À quand le film d'action avec un notaire? Avec peut-être, je ne sais pas, Ben Affleck ou Bryan Cranston dans le rôle principal. Moi, je dis oui, moi. Snowden, d'Oliver Stone avec Joseph Gordon-Levitt et Shailene Woodley. Ou Shailene Woodley. Bref, l'actrice principale de Divergente. Snowden est encore un film, eh bien, somme toute utile à tous, et dont le message ne laissera personne indifférent, clairement pas. Alors ce film raconte à la fois comment le documentaire Citizen4 s'est réalisé, mais aussi bien sûr tous les événements où Snowden était agent de la CIA. Pourquoi il a dérobé des informations de la CIA, pourquoi il les a mis au grand jour, voilà, quel est ce scandale, qui en est le responsable, qui s'en est lavé les mains, bref, tout ce genre de questions que vous vous posez peut-être, et pour cela, ce film vous intéressera certainement. Mais même, je dirais que si cela ne vous intéresse pas, jetez-y un œil. Je pense que vous trouverez tout de même un quelconque intérêt dedans. Parce que c'est un film utile, je pense. Et un film qui bien nous fait réaliser que la technologie c'est fantastique, mais c'est à double tranchant. Ou aussi que la sécurité, malheureusement, pour certains, rime avec une défense de vie privée. C'est un débat assez passionnant et je trouve que le film aborde un point de vue assez captif. Donc voilà, je vous conseille Snowden, c'est un très très bon film. C'est un très bon film d'Oliver Stone. Et je me permets du coup de faire une dédicace à tous les sparadraps sur les webcams. Ce film est pour vous. Troisième volet au cinéma du personnage de Robert Langdon, mais quatrième volet en bouquin, parce qu'en fait ils ont adapté le deuxième avant le premier, puis là ils ont adapté le quatrième avant le troisième, bref, c'est un vrai bordel. Inferno, toujours avec Tom Hanks, toujours réalisé avec Ron Howard, mais cette fois-ci avec Felicity Jones, Omar Sy, Irfan Khan, bref, que de bons acteurs. Et du coup, c'était bien? Oui. Alors, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Angers Démon. Déjà en bouquin, de base, Angers Démon est le meilleur volet. En film, c'est le meilleur film. Da Vinci Code, le film, c'est moins bien qu'Angers Démon. Ça reste, je trouve, un divertissement qui se regarde. Et disons que Da Vinci Code a plus d'incohérence. Alors que Angers Démon se concentre réellement sur l'aspect course-poursuite, course à l'indice même, que reprend Inferno, et je pense que c'est pour ça que Inferno fonctionne presque tout autant que Angers Démon. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Inferno excellent. Le problème, c'est que Angers Démon, le film s'est permis de modifier la fin du bouquin, en y faisant une fin qui était beaucoup plus crédible. Ça restait quand même assez extraordinaire, mais oui, la fin du bouquin fait lever quelques sourcils. Pour cela, la fin du film est imprévisible. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser changer la fin d'Inferno? Puisque la fin d'Inferno livre est clairement assez intrigante, puisque c'est une fin à contre-courant de tous les romans d'aventure, de tous les thrillers. C'était assez fascinant. Et moi, j'avais énormément apprécié la fin d'Inferno. C'est même, je dirais, j'avais adoré le bouquin à la base, hein, mais la fin, je dirais même les couilles de la fin, que la fin d'Inferno a putain de couilles, m'a fait
encore plus apprécié le bouquin. Malheureusement, pour Inferno le film, ils ont changé la fin, et du coup, il y a moins de couilles. Enfin, disons que voilà, la fin a pris moins de risques. Peut-être parce que c'est un blockbuster, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je sais pas. Peut-être que il y a un projet d'adapter le symbole perdu. Et que du coup, si en film, le symbole perdu se situerait après Inferno, ça aurait été compliqué, je ne sais pas, de devoir quand même revenir sur les événements d'Inferno. Je ne sais pas. Parce que vraiment, en bouquin, on n'a pas encore eu de 5e volet de Robert Langdon. J'espère qu'il y aura. Mais bien évidemment, ce 5e volet de Robert Langdon devra bien évoluer dans un monde où Inferno a eu lieu. Alors que, bon, à la fin de Inferno, le film, clairement, pas beaucoup de conséquences, même très très peu. Ce qui est peut-être dommage. C'est une prise de risque qu'ils n'ont pas voulu prendre. C'est un risque qu'ils n'ont pas voulu prendre. Donc finalement, Inferno, c'est trépidant, mais trop sage. Ce serait mon verdict. Tu ne tueras point. Verdict, amoureux de la bidoche, bienvenue. Plus sérieusement, Mel Gibson a fait son retour en tant qu'acteur dans Bloodfather. C'était un très très bon retour. Et bien sûr, Mel Gibson devait faire son retour en tant que réalisateur. C'est Tu ne tueras point. Et son retour en tant que réalisateur est une putain de claque. Tu ne tueras point est une évidence. C'est pour moi, ce film fait partie pour moi du top 5 des meilleurs films de guerre jamais réalisés. Voilà. Alors, je vous dirai vite fait, bon, c'est pas trop dans l'ordre, mais moi, dans mon top 5 de films de guerre, il y aurait Tu ne tueras point, Full Metal Jacket, Lettre d'Iwo Jima, Platoon et Il faut sauver Soda Ryan. Voilà, c'est Sinclair. Oui. Alors oui, vous remarquerez qu'il n'y a pas Apocalypse Now. Mais voilà, peut-être que je l'aborderai un jour dans une vidéo, mais voilà, Apocalypse Now, voilà, je trouve moins bien que ces 5 films-là. C'est mon avis. Vous avez un autre avis, il n'y a pas de problème. Tu ne tueras point n'est pas qu'un film de guerre, c'est un biopic sur un héros de guerre qui a fait le choix d'aller à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, d'aller au front sans armes, juste sauver les soldats. Voilà. Et ouais, ce mec a des couilles. Ce mec est fou. Mais voilà, clairement, ce mec est un héros. Le personnage... Alors j'ai vu de nombreuses critiques qui disaient que le personnage était niais. Oui, c'est peut-être le problème. Ça se voit pas trop, je dirais, dès qu'il rentre dans l'armée, ça va. C'est toute la partie avant, donc je dirais les 20 premières minutes, où vraiment le personnage est niais. Mais vraiment niais.
Et du coup, le film, on dirait que le film en joue, puisque souvent les personnages vont dire, au personnage d'Andrew Garfield, dis donc, ce que tu viens de dire, c'était niais, c'est très niais, très très niais. Ou encore, le film va carrément... Alors ça par contre, c'est Mel Gibson. Cette scène n'avait aucune utilité. Parce que ça, pour moi, ça m'a achevé de dire ce personnage est définitivement niais. C'est que dans ce film, vous avez une scène où le personnage d'Andrew Garfield se promène en forêt, sifflote, regarde les arbres et cueille des fleurs. Blanche-Neige, quoi. Quand j'ai vu cette scène, oui, what? Oui, c'est un peu nisouillet là. J'ai pas trop compris. Et surtout que la scène n'a aucune utilité. Et vraiment, pour le coup, on aurait pu s'en passer. Parce que le problème, c'est que le personnage est niais, on arrive à l'accepter. Et on arrive même à beaucoup s'attacher à ce personnage. Mais quand il arrive à l'armée, alors le personnage de base était comme ça, je sais. Mais peut-être que ne pas trop accentuer sur cet aspect de sa personnalité aurait permis à ce que on rentre plus facilement dans le film, déjà de 1, et que on s'attache plus facilement au personnage. Ce qui n'arrive que 20 minutes après, pour moi. Mais après, il y a donc toute la partie entraînement à l'armée, dont certaines scènes font un peu... malheureusement, voilà, désormais, aucun film de guerre ne peut faire une scène d'entraînement sans faire penser à Full Metal Jacket. Voilà. Vince Vaughn, dans ces scènes-là, vire peut-être même un peu trop à la caricature, je trouve. Limite au surjeu. Son rôle est beaucoup plus intéressant par la suite, par contre, puisqu'on voit qu'il n'est pas unidimensionnel comme pouvait l'être le sergent dans Full Metal Jacket, dont on n'avait vu qu'une seule facette de sa personnalité. Et donc, bon, voilà, Tu ne tueras point, très bon film, de très bons acteurs. Hugo Weaving, magnifique. Vraiment, cet acteur est excellent. Mais en plus de ça, il me semble pas l'avoir vu dans des rôles équivalents auparavant. Je peux peut-être me tromper. Peut-être que je n'ai pas vu les films où il avait un rôle semblable. Et ouais, donner un Oscar à cet homme, il est temps. Et j'allais partir sans parler des scènes de guerre qui sont bien sûr complètement dingues, où la violence règne, où voilà, c'est vraiment des scènes breathtaking. Voilà, on n'a pas fait mieux depuis Il faut sauver Soda Ryan niveau intensité des scènes de guerre. Mel Gibson, j'attends ton prochain film, parce que là, t'as quasi sans fou. Du coup, je vous invite à voir Tu ne tueras point si vous n'avez pas eu la chance de le voir. High in the Sky, film sorti directement en e-cinéma en France, est aussi un film de guerre. On n'a pas Tu ne tueras point, on passe à un nouveau film de guerre, sauf que c'est un film de guerre... oula, est-ce que c'est un film de guerre contemporain? Il me semble que c'est un film de guerre contemporain, mais j'ai un léger doute. Peut-être qu'il se passe en 2013, 2012, je ne sais plus. Mais il me semble que c'est un film contemporain. Verdict. C'est un bon film de guerre. C'est pas exceptionnel. Ça va pas vous marquer outre mesure. Mais c'est un film qui est suffisamment captivant, suffisamment passionnant pour vous faire tenir pendant 2 heures, je crois, peut-être un peu moins. Forcément, si le film contient Helen Mirren et Alan Rickman, le jeu d'acteur ne peut être que parfait. Même si le personnage d'Helen Mirren est peut-être trop unidimensionnel, voilà, c'est peut-être un peu trop froide. Peut-être ce problème-là, c'est que on a vraiment aucun personnage où on pourrait réellement s'attacher. On ne fait que suivre le film, en quelque sorte. On ne le subit pas, mais on ne fait que le suivre. Et je pense que c'est pour ça qu'il ne marquera personne. Et que franchement, l'avoir sorti directement en e-cinéma n'est pas foncièrement grave. Je pense que ce n'est pas un film qui aurait réellement marché au box-office en France. Et je pense pas que c'était un film qu'il fallait vraiment sortir au cinéma. Voilà, c'était bien, c'était très bien. Ouais. Rien de... si ce n'est que RIP Alan Rickman, et que ça fait toujours plaisir de le voir dans un nouveau rôle, même si ce sont les derniers. Je ne sais pas s'il y a encore un film qu'il a tourné ou
et qu'on n'aurait pas encore vu. Cette année, il y avait Alice de l'autre côté du miroir et Eye in the Sky. Peut-être que Eye in the Sky était le dernier film qu'il avait tourné. C'est pas un départ en fanfare, mais bon, c'est un bon film. Les animaux fantastiques, la magie opère toujours. Ce film est pour moi ma plus grosse surprise de l'année. Pourquoi ? Parce que je n'en attendais rien du tout. J'avais même trouvé ridicule l'idée de faire une série de films adaptés d'un manuel scolaire dans un univers fictif. Et finalement, ça marchait. Alors on a eu pas mal de spin-offs cette année quand même, quand j'y pense. On a eu Creed, on a eu Les Animaux Fantastiques, on a eu Rogue One. Je reviendrai sur Rogue One un peu plus tard. Et finalement, je me rends compte que les spin-offs qui fonctionnent le mieux au cinéma sont les spin-offs qui se basent sur des petits détails. Le personnage d'Apollo Creed, un personnage important, mais le fait qu'il ait des enfants était un détail du personnage. Alors que maintenant, c'en est même une plus grande ampleur. Dans Les Animaux Fantastiques, le fait que à l'école de Poudlard, on étudie le bouquin de Newt Scamander, qui est un nom beaucoup plus classe que Norbert Dragono, c'était un détail. Et vraiment, on s'en fichait complètement de ce qui pouvait arriver à ce mec. Le fait dans Star Wars que les plans de l'étoile noire ont été volés, c'était un détail. C'était même clairement un détail, puisque ce n'était qu'une phrase dans le volet introductif d'un nouvel espoir. Le générique déroulant, je veux dire. Ce n'était qu'une phrase dans le générique déroulant d'un nouvel espoir. Et les Animaux Fantastiques ont réussi du coup à créer un nouveau pan de l'univers Harry Potter, celui américain, puisque on a connu le monde des sorciers en Grande-Bretagne dans les années 90, et là on peut désormais connaître le monde des sorciers aux États-Unis dans les années 20. Et il y a une sensation de redécouverte qui est assez plaisant et qui fait que la magie marche toujours. Je suis rentré dans le film dès la première seconde et je suis sorti. J'ai même eu beaucoup de mal à sortir du film. C'est pour dire. Vraiment, tellement le film m'a enchanté et tellement j'en demande plus. J'attends avec énormément d'impatience Les Animaux Fantastiques 2, qui devrait se passer à Paris. Ça, c'est cool. Pendant la période des années 20 et 30. J'ai hâte de voir Léon Blum avec une baguette magique. Ça pourrait être pas mal. Voilà. C'était extraordinaire. C'est la seule fois cette année où je suis allé voir 2 fois le même film. Et la deuxième fois fonctionne tout autant que la première. Les nouveaux personnages sont extrêmement attachants, servis par des acteurs excellents. Des nouveaux acteurs, à part Eddie Redmayne, les 3 autres acteurs étaient complètement inconnus. Alors peut-être aux États-Unis, hein, il me semble pas. Si ce n'est que le personnage de... J'ai oublié son nom. C'est dommage. Le personnage féminin principal, on va la retrouver dans Alien Covenant. Donc ça y est, sa carrière a pleinement commencé. Elle s'appelle Tini. Voilà, Tini. Elle s'appelle Tini. Et sa sœur Queenie, il me semble. Il me semble que l'actrice est une chanteuse. Chapeau. J'espère qu'elle va continuer à être actrice parce qu'elle joue parfaitement bien. Et l'autre personnage qui s'appelle Kowalski, j'ai un doute. Ça montre quand même que le film était bon. Parce que je me souviens du nom des personnages. Norbert Dragono, Tini, Queenie, Jacob Kowalski. Voilà. Voilà. C'est ce qui me... Comment savoir si un film est excellent et dépasse le statut de bon film et devient un chef-d'œuvre?
c'est quand vous vous souvenez du film. Voilà. Un film inoubliable. Et Les Animaux Fantastiques, pour moi, est un film inoubliable. Et l'un des meilleurs films de l'année. Ce n'est pas le meilleur, il arrive. Mais voilà. Les Animaux Fantastiques, irréprochable, je n'ai rien à dire. À part peut-être quelques effets spéciaux à certains instants qui sont un peu hésitants. Je pense en particulier aux scènes où Eddie Redmayne doit caresser un griffon, il me semble qu'ils appellent ça un griffon. Il y a 2-3 scènes où il doit caresser cet animal. Et ouais, ça se voit que Eddie Redmayne, il sait pas trop où foutre sa main. Il se dit bon, là peut-être il a qu'à le cou, je ne sais pas. Là il y a peut-être le bec. Bref, je mets la main comme je pense. Vous vous démerderez après en post-prod. Voilà, il y a juste ça. Sinon, rien à dire. Rien à dire. Regardez-le, retournez le voir, achetez-le, faites ce qu'il faut. Voilà. Et Les Animaux Fantastiques 2 est déjà d'avance le film que j'attends le plus de l'année 2018. Et bon Dieu que l'année 2018 est loin pour moi. Iris, film de Jalil Lesper, thriller français, excellent. J'ai même envie de dire, prends ça, 50 Shades of Grey. Si toi, derrière ton ordinateur, 50 nuances de Grey te fait des petites choses, te fait des sensations dans ton corps, je t'invite à voir Iris, qui est sans doute un film beaucoup plus sensuel et qui évoque aussi le thème du SM. Voilà, d'une manière beaucoup plus réaliste, d'une manière, disons, scénaristique, puisque oui, Iris contient un scénario à l'inverse de 50 nuances de Grey, et surtout Iris est un excellent thriller servi par des acteurs over the top, Romain Duris en tête, et surtout Charlotte Lebon. Charlotte Lebon, meilleure actrice française, même si elle est québécoise. Meilleure actrice québécoise de l'année, on va dire. Franchement, moi je donnerais le César direct. Voilà. Si vous voulez un film où il y a un twist qui vous met sur le cul cette année, ce n'est pas La fille du train, ce n'est pas Don't Brief, non, c'est Iris. Moi, clairement, je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. Et alors, c'est un genre de twist particulier, puisque c'est pas un twist qui arrive vers la fin, c'est un twist comme Gone Girl qui arrive vers le milieu du film. Du coup, après, le film n'est que la conséquence de ce twist, n'est que la conséquence de la prise en connaissance de ce twist. Et waouh! Alors, je crois que c'est mon premier film de Jalil Lesper, mais il a voulu faire une réalisation très sobre, peut-être froide, mais je trouve que ça correspond bien au film. L'utilisation des musiques est très très bien fichue, les musiques sont très très bonnes. La scène du bar, de la boîte, un peu Eyes Wide Shut, est très très bien fichue et avec une très bonne musique. Et voilà, c'est très très bon. C'est vraiment, j'ai rien à redire. La petite chose que j'aurais à redire, c'est pour le personnage de Camille Cotin. Camille Cotin qui interprète un lieutenant de police ou un sergent de police, je ne sais pas, une enquêtrice, et par certains moments, ses répliques paraissent un peu trop directes. Je ne sais pas comment réellement l'expliquer, mais certaines de ses répliques sonnent un peu faux. Et après, ça va très très bien, mais il y a vraiment quelques répliques où voilà, on sent qu'elle a pas chopé le personnage à certaines répliques, un peu distancées, je ne sais pas. Et vraiment, je pinaille pour clairement, parce que sinon, rien à redire. Et bien, je vous invite à voir ce film, si ce n'est déjà fait. Et je trouve que cette année, le cinéma français nous a montré quand même quelques productions fort intéressantes. J'espère que 2017 sera bien renouveler la chose. Robert Zemeckis était déjà de retour au cinéma cette année, alors qu'il nous avait offert The Walk l'année dernière, en 2015, qui était tout bonnement excellent, et Allié,
est un très très bon film, qui n'a pas su contenter beaucoup de gens, j'ai l'impression. Mais personnellement, ce film m'a plu. La tentative de vouloir faire un film comme on en faisait dans les années 40-50 m'a plu. Et réellement, l'interprétation de Brad Pitt et Marion Cotillard m'a clairement plu. L'histoire, même si pour le coup, on est un peu dans le cadre d'une vie entre deux océans, c'est que l'élément perturbateur, clairement, arrive au bout d'une heure de film, il me semble, hein. Peut-être 45 minutes, voilà, par là. Mais il y a bien 40 minutes de film sur ce fameux attentat qu'ils doivent faire en Égypte, mais je ne sais plus quelle ville c'est déjà. C'est en Égypte. Il me semble que c'est peut-être Casablanca. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vous me redirez. Pour le coup, du coup, le film prend énormément de temps à démarrer, même s'il se passe des choses. Hein, je veux dire, il y a de l'action, mais le réel propos du film n'est dévoilé réellement qu'au bout de 45 1 heure de film. Et voilà, ça peut, pour le coup, ça a mieux fonctionné sur moi qu'une vie entre deux océans qui avait vraiment une heure de mise en place. Alors que là, bon, on a des événements qui sont importants à compter pour comprendre pourquoi les deux personnages sont en couple et est-ce que c'est un amour fusionnel ou pas. Et aussi, je trouvais que le film était excellent puisque on s'identifie totalement à Brad Pitt. Pendant la première heure du film, on tombe amoureux de Marion Cotillard. Et ensuite, au fur et à mesure de ce qui reste, on est comme Brad Pitt. On est tombé amoureux du personnage de Marion Cotillard qui s'appelle Beau Séjour. Alors là, par contre, je vais parler des clichés après, mais alors, voilà, c'est un film fait par un Américain ou une Française. Son nom de famille s'appelle Beau Séjour. Voilà, Beau Séjour. Tout attaché. Ça n'existe pas. Et en plus, je crois qu'elle s'appelle Marianne. Marianne Beau Séjour. Voilà. Marianne et Beau Séjour. Voilà. T'as la totale. Pas de doute, t'es française. Et donc, on s'identifie au personnage de Brad Pitt puisqu'on tombe amoureux du personnage de Marianne Beau Séjour. On se marie avec elle et on se met à douter après. Est-ce que c'est une espionne? Est-ce que on m'a menti? Est-ce que elle m'a aimé? Est-ce qu'elle est là pour me tuer? Est-ce que ce qu'on a vécu était vrai? Enfin bref, j'ai trouvé vraiment que le film fonctionnait sur ce point de vue-là. Je trouve que juste que ce point de vue-là n'a pas été bien retenu par beaucoup de gens. C'est dommage, mais pour moi c'est réellement ce pourquoi le film est excellent, c'est que vraiment le public, le spectateur crée une alchimie complète avec les personnages, s'identifie complètement avec le personnage de Brad Pitt, qui a un nom canadien, je ne sais plus son nom, c'est Vatan, je crois que c'est ça, Vatan, c'est un nom bizarre. On s'identifie complètement à ce personnage et du coup tous les événements du film, on les prend directement au premier degré. Comme si on était Brad Pitt. Voilà. Sinon, bon, le problème des clichés, le truc Beau Séjour, Vatan, l'accent québécois de Brad Pitt au début qui est... C'est compliqué, hein. Et qui, du coup, apparemment passe mieux en français. Parce que évidemment un français qui parle québécois, enfin, on arrive mieux à entendre l'accent québécois quand un québécois parle français que quand il parle anglais. Voilà. Mais en revanche, c'est un très bon cru, je vous le conseille, et donc sans les clichés, cela aurait été parfait. Voilà. Mais c'est déjà un très bon film, et je vous le conseille. Quand l'un de mes réalisateurs préférés et l'un de mes acteurs préférés se réunissent pour faire un film, forcément, cela ne pouvait être qu'un chef-d'œuvre. Et Sully est un chef-d'œuvre absolu. Je fais partie de ceux qui ont vu tous les films réalisés par Clint Eastwood et tous les films joués par Clint Eastwood. Et donc forcément, Sully était l'une de mes plus grosses attentes de 2016, mais si en plus, tu me rajoutes Tom Hanks en acteur principal, mais c'est génial, et le film est dingue. Vraiment, cette histoire qui est vraiment fascinante d'un héros d'un jour, même de 5 minutes, comme ils disent, c'est vraiment très impressionnant.
Les effets spéciaux sont très bien réussis. Ça ne ressemble pas à Flight. J'avais cette crainte que cela ressemble un peu à Flight de Robert Zemeckis. Non, le personnage de Flight était alcoolique. Là, le personnage de Tom Hanks, ce n'est pas alcoolique. Réellement, ce que l'on remet en doute, c'est est-ce que cet atterrissage sur l'eau était utile? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Voilà, est-ce qu'il n'aurait pas pu juste directement rejoindre l'aéroport? Et vraiment, le film est court. Je crois que c'est la réalisation de... C'est le film réalisé par Clint Eastwood le plus court. Il fait à peine 1h30 et du coup on est à fond dedans de bout en bout et c'est très très passionnant, très captivant et je ne peux que vous encourager à voir celui. Vaiana, encore un Disney. En 2016 on en avait quand même 2-3 mais pour le coup Vaiana est celui qui m'a le moins convaincu parce que son personnage principal m'a fait beaucoup penser à une autre princesse Disney. Si je vous dis fille d'un chef, si je vous dis fille qui préfère refuser ses responsabilités pour partir à l'aventure. Si je vous dis une fille dont la mère est soit morte, soit quasiment absente et inutile du film. Si je vous dis une fille qui préfère suivre la figure, qui préfère suivre les conseils de sa grand-mère, ça ne vous fait pas penser à une autre princesse Disney? Non, ça doit être moi. Bon, à part ce donc flagrant bien d'originalité, même si ça fait partie des légendes du Pacifique. Alors, est-ce que vraiment toute l'histoire du film fait partie de la légende ou si c'est juste l'axe de Maui fait vraiment partie de la légende? J'aimerais savoir ça. Si vous en savez plus, bien écoutez, je suis ravi de le savoir. Et en l'état, il est vrai que le personnage de Vaiana n'est qu'une, ce sera mon verdict, Pocahontas 2.0. Même si, voilà, le film est très très beau, esthétiquement il est magnifique, même si l'histoire est intéressante, c'est atypique, c'est une histoire d'aventure, donc ça fait toujours du bien de voir une histoire d'aventure dans un Disney. Malgré tout, l'utilisation de personnages mascottes. Alors en fait, je pensais qu'il allait y avoir 2 mascottes dans ce film, le cochon et le coq. Alors, parce que le cochon est sur l'affiche, alors que le cochon, vous le verrez 30 secondes. Ça m'a surpris. Je dis, ah, mais ils ont vendu 2 mascottes, ils s'en servent que d'une. Et pire, c'est que la mascotte qui reste, un coq, ne fait que gueuler, con. Là encore, n'a-t-il pas pensé petit personnage jaune ou à des personnages blancs, semblant à des animaux, on qualifie de crétins, non? Vous dit rien? Moi, ça me l'a dit beaucoup. Après tout, le passage de Kakamora, alors c'est très très beau, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que l'humour était beaucoup moins mature que l'humour qu'il pouvait y avoir dans Zootopie, qui se rapprochait plus d'un Pixar. Et en même temps, quand je vois, les gens étaient hilares à chaque fois qu'il y avait Kakamora, à chaque fois qu'il y avait des blagues sur la piste. Il y en a dans le film, ça revient même 2-3 fois. Ça fait rire. Le coq fait rire, bah forcément, ça rappelle les mignons et tout ça. Et moi, ça m'a pas convaincu. Donc voilà, mi figue mi raisin, Vaiana. C'est très beau, mais c'est pas extraordinaire. Et les chansons, à part la chanson principale, les autres sont complètement anecdotiques et ne servent à rien dans le film et sortent de nulle part. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous l'avez sans doute déjà vu. Sinon, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Premier contact, nouveau film de Denis Villeneuve après l'excellentissime Sicario, le magnifique Prisoners et l'envoûtant Ennemi. J'ai quasiment vu tous les films de Denis Villeneuve à part Incendie, il me semble. Incendie, je ne l'ai pas vu. Mais ça ne saurait tarder puisque Denis Villeneuve est clairement devenu l'un des réalisateurs avec Damien Chazelle. C'est l'un des réalisateurs qu'il faut absolument suivre chaque projet, puisque chaque projet est totalement nouveau, totalement neuf, et propose des choses vraiment fantastiques. Donc j'ai réellement hâte de son Blade Runner 2049, même si du coup je pense que j'aurai une approche beaucoup moins sceptique à la base, puisque Blade Runner, je l'ai découvert sur le tard. Pour tout vous dire, Blade Runner, je l'ai vu cette année, je ne l'avais pas vu auparavant. Et donc du coup je suis moins attaché puisque voilà j'ai moins de passif avec cet univers là
Et donc peut-être que j'arriverai à bien un peu plus objectif, même si pour la critique d'un film, l'objectivité n'existe pas. En tout cas, je l'attends sans aucun a priori. Je pense vraiment que ce sera un très bon film. Les premières images le démontrent en tout cas. Donc à suivre. En tout cas, pour Premier Contact, c'est un excellent film de science-fiction. Et oui, pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction de ces... pas de ces 10 dernières années, mais de ces 3-4 dernières années, oui. Déjà, on va dire que c'est le meilleur film de science-fiction depuis Interstellar. Voilà. Même si, bon, Interstellar a divisé hein, sur certains points, pour moi, Premier Contact atteint ce niveau d'excellence. Parce qu'on a réellement un film de science-fiction intelligent, avec un scénario neuf. Personnellement, j'ai jamais vu ça autre part. Toute cette approche de, de l'apprentissage linguistique, apprendre à communiquer avec les aliens, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et très bien amené. Les acteurs sont excellents, Amy Adams est parfaite, Forest Whitaker parfait, il joue beaucoup mieux dans ce film que dans Rogue One, mais bon, on va y revenir. Et donc voilà, le design des vaisseaux aliens est réellement bien fichu. Même le film est très très beau esthétiquement. Il y a un plan d'hélicoptère où on voit du coup ce fameux vaisseau alien au beau milieu d'une plaine. Et vous avez les nuages qui eh bien, coulissent sur le côté, enfin qui passent sur le côté, qui glissent sur la plaine. J'ai vraiment trouvé ça mais magnifique. Et il y a aussi tout ce travail sur la musique qui fait que la musique veut être une musique particulière qui viendrait d'un autre monde, musique d'alien limite. Et voilà, tout ça fait que le résultat est très probant. Le twist final, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, c'est Premier Contact en plus est l'un de ces films avec Lao qui aura réussi à me faire chialer au bout de 2 minutes, ce qui ce qui n'est quand même pas donné à tous les films. Et donc voilà, Premier Contact, c'est un film que je vous invite à voir. Si vous aimez la science-fiction, c'est inévitable, c'est un must-see. Et j'ai tellement hâte de le revoir, car pour moi c'était, et ce sera mon verdict, Premier Contact est clairement le film de l'année 2007. Ni plus, ni moins. Voilà. R.I.P. Carrie Fisher. Rogue One, Star Wars Story, réalisé par Gareth Edwards, qui nous avait donné l'excellent Godzilla, s'offre la possibilité de pouvoir réaliser le premier spin-off Star Wars. Alors, avant de parler de Rogue One, il faudrait peut-être que je revienne sur les autres Star Wars. Je suis pas un fan invétéré de Star Wars. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce genre d'univers, comme j'ai un peu plus de mal à rentrer dans les films Star Trek, même si Star Trek 1 et 2 sont pour moi de très très bons films, et, et que 3, même si j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est aussi parce qu'il n'était pas terrible. Pour ce qui est de Star Wars, j'aime assez bien la prélogie. Le 1 et le 3 en particulièrement. Le 2, un peu moins bien, mais ça se laisse bien regarder. Pour ce qui est de la trilogie originale, le 4 est très bon, mais j'ai souvent tendance à m'ennuyer un peu devant. Le 5 est un chef-d'œuvre et pour moi le seul film qu'on peut retirer de la saga Star Wars en disant que c'est un très bon Star Wars, mais c'est aussi avant tout un chef-d'œuvre cinématographique. Voilà. Pour moi, il n'y a que l'épisode 5 on peut affirmer cela. J'aime beaucoup aussi l'épisode 6. Pour moi, mes deux préférés, c'est l'épisode 5 et l'épisode 6. Pour ce qui est de l'épisode 7, c'était un excellent divertissement. Je dirais même que c'est un modèle en termes de divertissement. J.J. Abrams a réellement le feel good en matière de rythme. Il sait parfaitement comment doser ses films. Et ce qui donc permet à ce que, même si on ne trouve pas le film exceptionnel, on passe quand même relativement un très bon moment. J'ai passé un très bon moment devant Star Wars 7, mais ce n'était pas du tout inoubliable. Pour ce qui est de Rogue One, je me suis fait chier pendant une bonne partie du film et je suis ravi de savoir que je n'étais pas le seul. La première heure m'a beaucoup ennuyé, même s'il se passe des choses, mais je trouve qu'on ne s'attache pas au personnage et du coup on subit un peu le film
on le suit comme si, voilà, on n'avait rien d'autre à faire, il y a un écran devant nous, à la rigueur, autant regarder, mais il n'y a rien qui nous intéresse, quoi. Et vraiment, le film ne se met qu'à décoller, selon moi, que dans son dernier acte, sur cette fameuse planète aux ambiances tropicales, qui est réellement magnifique. Et alors là, le film se réveille, et oui, à ce moment-là, le film devient très très bon. Alors, il y a de très très bonnes scènes avant, hein, par exemple la scène entre Dark Vador et le mec en blanc, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, sur Mustafar, là, c'est très très bien fichu, et les dialogues sont très très bons. Reste le problème des personnages, qui, même avec le talent de Felicity Jones, si on te donne pas matière, tu peux pas faire des merveilles. Forest Whitaker, il cabotine, non un chien. Oh, oula, j'ai pas aimé. C'est dommage. Là, pour le coup, moi, c'était du surjeu. Pour ce qui est des effets spéciaux, c'est magnifique. Pour la résurrection de Tarkin, c'est très très bien réussi. Pour le rajeunissement à la fin de je ne sais qui, je ne vais pas vous le dire, ça pique un peu, mais c'est très rapide. Voilà, le film est couillu dans son dernier acte, on peut le dire, mais en même temps, on peut pas vraiment dire que le film est couillu dans son dernier acte, mais le problème c'est que un problème d'attachement, personnage qui fait que finalement c'est peut-être pas si couillu que ça. Voilà, Rogue One c'était du très très bon, c'était pas exceptionnel, c'était pas ouf, sauf dans la dernière partie, et voilà, ça reste un très bon Star Wars, ça fait partie des meilleurs. Des 3 meilleurs, non, des 5 meilleurs, oui, oui, là oui. Mais voilà, j'ai pas été non plus. Je l'attendais. Plus, c'était la première fois que j'attendais un Star Wars parce que c'était un spin-off. Donc je me suis dit, ce sera différent. Et en plus de ça, le film se vendait comme étant un vrai Star Wars, c'est-à-dire la guerre. Et finalement, même si j'ai ressenti à certains moments, surtout vers la fin, je l'ai pas ressenti au début et du coup, j'ai été un peu déçu. C'était très bien, mais c'était pas ouf. Voilà. Mais je vous le conseille. Equals, film sorti directement en e-cinéma en France. C'est un film de science-fiction avec Nicholas Hoult et Kristen Stewart dans un monde futuriste où les émotions ont été supprimées et où l'amour est interdit. Voilà, ça donne envie. Hein. Alors, moi, le postulat de départ, bon, le scénario de départ, ça m'intéressait pas des masses. Mais la bande-annonce me vendait un film à esthétique plutôt intéressante, esthétique futuriste, épurée, assez cool. Et finalement, bah, le film, à part son esthétique, a rien. Quoi. Et je dirais même que l'univers ne fonctionne pas. Parce que on nous vend un univers un peu totalitaire où l'amour est interdit. Donc on voit clairement les conséquences de ceux qui ont tenté d'être amoureux, qui ont osé être amoureux. Mais ce qui me surprend, c'est que j'ai pas l'impression que c'est trop difficile de s'en sortir. Limite, si t'aimes pas cet endroit, bah, la porte est là, écoute, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Vas-y, voir, passer une bonne journée, voilà, c'est bon. La fin m'a surpris, par exemple. Donc je vais pas révéler, mais l'univers ne fonctionne pas. Il y a réellement un très très gros problème d'enjeu. Parce que le film, pendant tout le temps, va essayer de te faire peur, enfin, te faire peur, te faire stresser en disant qu'il se cache et tout ça. Et finalement, ça va, c'est bon. Voilà, donc Nicolas Hoult joue très très bien. Kristen Stewart, c'est un peu moins bien dans ce film-là. En même temps, je ne pense pas que c'est le problème de genre de film quand les acteurs doivent jouer des personnes sans émotion. C'est quasi impossible. Une personne sans émotion, ce serait un zombie. Ça parlerait pas, ça ferait que bouger. Et le problème, c'est que ça fait un peu penser à Equilibrium. D'ailleurs, les deux titres commencent pareil, EQ. C'est peut-être un signe. Et donc, je pense qu'il faudrait arrêter de faire ce film où l'émotion n'existe pas, parce que à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Il y a forcément une émotion qui passe. Forcément de la colère, il y a forcément de l'hésitation, il y a forcément du doute. C'est pareil que l'hésitation, mais voilà, c'est une émotion. Donc, voilà, ça peut pas marcher ce genre d'univers. Et donc voilà, reste l'esthétique et deux trois bons acteurs, parce que le film quand même comporte Guy Pearce et Jackie Weather. Donc voilà, c'est bien tenté, mais c'est raté. Assassin's Creed, nouvelle adaptation de jeu vidéo. Cette fois-ci, comme pour Warcraft, c'est clairement le studio qui est derrière le jeu vidéo qui a produit en partie le film et qui est participé à la production, au tournage et tout ça, ce qui est plutôt intéressant et normalement gage de qualité.
Pour Assassin's Creed, l'avantage, peut-être, ou pas, c'est que je connaissais les jeux vidéo. Je suis un très grand fan, enfin, pas un très grand, un fan d'Assassin's Creed. J'ai fait tous les jeux. J'aime beaucoup y jouer, j'aime beaucoup l'univers. J'adore le fait de découvrir l'histoire en passant par les jeux vidéo, je trouve ça génial. Et j'attendais avec impatience et réticence l'adaptation au cinéma. Pour le coup, c'était clairement, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux en termes d'adaptation au cinéma pour l'univers d'Assassin's Creed. Le film est vraiment très très cool. Je dirais même que c'est Assassin's Class, limite. C'est génial, vraiment. Tous les passages dans le passé sont super bien réussis. Et surtout, voilà, intelligence d'un film. Bien évidemment, le film n'a pas marché aux États-Unis. Peut-être parce que, eh bien, pendant 40% du film, c'est sous-titré parce que les personnages parlent en espagnol. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Tous les passages dans le passé, il n'y a aucun mot anglais de sortie. Tous les personnages parlent en espagnol parce qu'ils sont en Espagne pendant l'Inquisition. Tu ne peux pas faire plus crédit. Après, dans le présent, ils sont aussi à Madrid, mais bon, vu que c'est le Madrid contemporain, tu acceptes le fait que les gens parlent en anglais, surtout qu'ils sont plus anglais que espagnols dans Abstergo, qui est la société qui a créé ces machines, les Animus, qui permet aux descendants d'assassins de pouvoir revivre les souvenirs de leurs ancêtres. Pour le film, ils ont fait un nouvel Animus qui n'est pas présent dans le jeu. C'est clairement pour faire un Animus plus impressionnant. Moi, ça m'a pas dérangé. Surtout qu'on voit. Alors, par contre, pli d'easter egg pour les fans de jeux vidéo. Et je suis même sûr d'en avoir vu même pas la moitié. Mais par exemple, il y a un Animus. Dans la salle de l'Animus, il y a un Animus comme dans le jeu. On le voit, il est au fond de la salle, comme ça, caché un peu au loin, en disant ça c'est une pièce, une vieille pièce, ça, on garde juste ça en expo. J'ai adoré. Voilà, ce sont des petits clins d'œil qui n'empêchent pas, qui tiennent vraiment du clin d'œil. Je veux dire, c'est pas du clin d'œil in your face, que si toi tu ne connais pas l'univers, ben tu ne vas rien comprendre. C'est vraiment du petit détail que si vraiment tu cherches le truc, tu te dis ah mais ça je connais. La personne qui n'aura pas vu le jeu ne le verra pas, ou si elle le verra, elle se dira bah, c'est juste un truc comme ça, ou, ça ne nous intéresse pas plus, et ça ne dérange pas au visionnage du film. À l'inverse de Warcraft. Je trouve qu'on rentre beaucoup plus facilement dans l'univers d'Assassin's Creed, l'univers contemporain. C'est de la science-fiction, et la science-fiction rentre plus facilement, le public rentre plus facilement dans l'univers science-fiction que de fantasy. Surtout quand on passe après le Seigneur des Anneaux, c'est compliqué. C'est pas. J'essaie de trouver des explications. Mais voilà, Assassin's Creed c'était très très bon. Le scénario est finalement très très bien écrit. Et c'est dommage de savoir qu'il n'y aura probablement pas de suite à cause de l'échec au box-office aux États-Unis, alors que le film fonctionne à merveille en France, en Europe. Hein. Je ne sais pas. Écoutez, Ubisoft, faites un Kickstarter, mais je suis sûr que vous allez récolter suffisamment d'argent pour finir une trilogie. Ou alors faites la suite en jeu vidéo. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'achèterai le jeu direct. Mais personnages sont particulièrement intéressants. Le personnage de Marion Cotillard est vraiment, vraiment bien écrit et bien interprété. Et excellent. Et il y a Charlotte Rampling dans un film Assassin's Creed. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Le film est bien meilleur que 45 ans d'ailleurs. Mais ce n'est pas le même genre. Et donc, je vous conseille Assassin's Creed, même si fan du jeu vidéo, même si vous n'y connaissez rien en jeu vidéo. C'est un excellent film d'aventure qui mêle aussi de la science-fiction. Principe peut-être con, mais j'ai envie de dire, voilà, la science-fiction, c'est aussi pour faire rêver. Si vous arrivez à accepter les vaisseaux spatiaux de Star Wars, je pense que vous pouvez accepter une machine qui vous fait revivre les souvenirs de vos ancêtres grâce à votre ADN. Je pense que c'est dans vos cordes. Donc voilà, je vous invite à voir Assassin's Creed, c'était vraiment très très cool et je suis très satisfait de cette adaptation. Et pour une fois, un film que j'ai attendu cette année, dont je n'ai pas été déçu, ça fait plaisir. Dernier film de l'année 2016 et cinquième film de science-fiction du mois de décembre, qui était... Le mois de décembre, c'était le mois de la science-fiction, il n'y avait que de ça. Et Passengers, eh ben c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Alors, le design du vaisseau, c'est magnifique, c'est pas très pratique. Après, tout ce qui est l'agencement du vaisseau, l'intérieur et tout ça, c'est magnifique, c'est génial, c'est même très ludique. On a envie d'en savoir plus, on a envie de visiter comme les personnages, de visiter les différentes salles, de savoir qu'est-ce qu'il y a là. Oh, il y a un restaurant chinois, puis là, il y a un bar, et puis il y a une salle de basket. Enfin, c'est génial.
la piscine, magnifique. Donc voilà, le film est très très beau, c'est un très très bel emballage, c'est très très bien interprété. Le film est vide et creux. Il manque une âme à ce film, clairement, et peut-être un peu plus de prise de risque, car finalement, pendant tout le long du film, on s'attend à un twist de malade sur la situation des personnages. Non, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, il n'y a pas de twist. Le film, dans son dernier acte, est tout ce qui est de plus classique. À plusieurs moments, d'ailleurs, tu crois que le film joue de toi. À plusieurs moments, le film se dit je vais me finir comme ça, tu vas voir, c'est intéressant. Et là, tu te dis ah oui, si le film se finit comme ça va être intéressant. Et en fait, il le fait 4-5 fois, ce truc-là. Et en fait, il se finit de la manière la plus banale possible. Et la plus inintéressante. C'est dommage parce que Jennifer Lawrence bien, Chris Pratt joue très très bien. L'acteur qui jouait Tony Blair dans The Queen, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il joue très très bien. Laurence Fishburne joue très très bien. Mais voilà, c'est beau, c'est bien interprété, mais c'est vide et on l'oublie assez facilement. Et du coup, Passengers, verdict, c'est un film passager. Pour une fois, ça porte bien son nom, c'est que aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Et c'est dommage de finir l'année 2016 là-dessus. Bon, voilà pour cette rétrospective. Donc, pour moi, le film de l'année, c'est Premier Contact. Le moins bon film de l'année, c'est sans doute entre Elle ou Don't Brief. J'aurais tendance à dire Don't Brief parce qu'au moins Elle a peut-être quelques signes, quelques tentatives de faire un film intéressant, même si cela ne marche pas du tout et que le film est une merde. Que je déteste, je vomirai à chaque instant. Voilà, je n'ai pas pu voir tous les films que je voulais voir, en particulier au mois de décembre, j'en ai raté 3. J'ai raté Demain tout commence, Personal Shopper d'Olivia Sayas que j'attendais énormément parce que j'avais adoré Sis Maria. Et je voulais voir Le Fondateur que je n'ai pas pu voir. Je trouvais que ça avait l'air assez curieux. À ce qui paraît, c'est un film tout ce qui est plus classique, qui est vraiment le... Voilà, c'est divertissant, mais il n'y a rien de ouf, quoi. Donc voilà. Personnage Shopper, par contre, a beaucoup plus divisé. Et j'aurais vraiment hâte de le voir pour... Peut-être que je reviendrai sur ces 3 films dans d'autres vidéos. Peut-être. Finalement, l'année 2016 fut une année, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a très bien commencé. Le milieu était pas terrible. Vraiment, il fallait vraiment bien chercher pour trouver le bon film. Et après, sur la fin de l'année, les mois septembre, octobre, novembre, décembre aussi, c'était déjà un peu mieux. On a eu de bons moments de cinéma. Voilà, ce fut une bonne année. C'est pas la meilleure, 2015 était mieux. Mais voilà, c'était intéressant. Quid de 2017? Eh bien, tout de suite, je vais vous parler de mes attentes 2017, où il y en a un paquet. En 2017, on va donc commencer l'année avec Nocturnal Animals et Quelques minutes après minuit, qui sont déjà sortis, mais dont je n'ai pas pu voir, puisqu'ils ne sont pas passés près de chez moi. Donc peut-être que j'en ferai une vidéo un peu plus tard, mais dans les prochains jours, il n'y en aura probablement pas. S'ensuit après La Grande Muraille, qui est aussi déjà sorti et que j'ai pu voir, et dont The Critic devra arriver prochainement. Triple X Reactivated, qui est aussi sorti, et donc il y aura un The Critic, mais je ne l'ai pas encore vu. Live by Night, que j'ai vu, et donc il y aura un The Critic très prochainement. Resident Evil chapitre final, pourquoi? Parce que ça a l'air d'être complètement ouf gueudin, que c'est le dernier, que voilà, l'action a l'air d'être complètement décomplexée, et du coup j'ai très très hâte de voir ça, et j'espère que le film, je m'attends à une merde, mais si le film est une merde, mais avec énormément d'action, voilà, il m'aura satisfait. La La Land, qui est l'un des films que j'attends le plus cette année. Il a raflé déjà tous les Golden Globes, il va sans doute rafler tous les Oscars. J'ai hâte de voir s'il mérite bien le succès, cet engouement. En tout cas, moi je l'attendais depuis le mois d'août, le mois de juillet, même depuis qu'il a été annoncé, et puis après quand ils ont mis quelques extraits avec quelques extraits de chansons, j'ai trouvé ça formidable. Du coup j'ai très très hâte de voir le résultat.
Jackie, un film sur Jackie Kennedy. Ça peut être intéressant, mais je l'attends pas plus que ça. Un jour dans la vie de Billy Lynn, qui est le dernier film de Ang Lee, qui est déjà sorti il y a plus de 4-5 mois, je crois, aux États-Unis. Et nous, on va l'avoir qu'au mois de février. Bref, voilà. Je l'attends parce que c'est un film d'Ang Lee et que j'ai adoré Tigre et Dragon et le 17 pi. Mais pas parce que, voilà. J'attends de voir, j'attends de juger sur pièce. Ensuite, on a Rings, qui est le remake du remake américain de Ring, le film japonais. Je suis un fan du Ringu japonais, qui est pour moi l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Ring 2 était plutôt bon, avec énormément d'incohérences et à certains moments qui étaient complètement ridicules, mais il y a l'aspect diptyque avec le premier qui fonctionnait plutôt bien. Je n'ai pas vu Ryzen, il me semble, qui est en fait la suite alternative de Ring, sans les acteurs principaux du premier film. Je ne l'ai pas vu et il est même très difficile à trouver. J'ai vu par contre Ring Zero, qui est le préquel, qui raconte l'histoire de Sadako, qui est une merde infâme. C'est un téléfilm pour teenagers où il ne se passe strictement rien, on s'emmerde de bout en bout, et si vraiment c'était ça l'histoire de Sadako, eh ben, valait mieux nous laisser dans le mystère. On s'imagine quelque chose de plus impressionnant de plus intéressant que ça. C'était nul. Il y aura ensuite 50 nuances plus sombres que j'attends pas du tout. Mais en fait, je suis curieux de savoir si ils vont faire pire que le premier. Parce que le premier, c'était pas un film. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien. On se faisait chier. C'était mal joué. Tout était à chier. Dans l'abondance de celui-là, ça n'a pas l'air d'être terrible. Mais il semble avoir rajouté une histoire de complot. Voilà, avec une sorte de secte à la Eyes Wide Shut. Mais du côté SM avec Kim Basinger. J'avoue que je suis un petit peu intrigué, même si, bon, le film ne part pas du tout gagnant. Peut-être qu'il y aura un semblant de scénario dans celui-là, peut-être qu'il y aura quelque chose à sauver dans celui-là, puisque dans le premier, à part la photographie qui était très classe, et 2-3 musiques, 2-3 chansons qui étaient sympatoches, il n'y avait rien, vraiment, le film, tu pouvais directement le jeter à la poubelle. Donc la suite, on verra. Ce qui me désole, c'est qu'on vit quand même dans un monde où 50 nuances degrés risque d'avoir sa trilogie complètement adaptée, et nous on risque peut-être de ne pas avoir de suite d'Assassin's Creed. Voilà, que voulez-vous. S'en suivra le même jour Seul, adaptation de la BD française ou belge, je ne sais plus. Le projet est très intéressant puisque c'est un film post-apo français avec un petit peu de budget. J'ai vu quelques images de tournage. La bande-annonce a l'air intéressante. Ce que je crains peut-être le plus, c'est qu'étant donné qu'il n'y a que des acteurs enfants, le jeu d'acteur risque peut-être de ne pas être très stable et d'avoir peut-être quelques moments pas terribles. On verra. Je ne demande qu'à être surpris. Et voilà, j'espère que ce sera un film de genre français plutôt bien réussi. Silence de Martin Scorsese, je l'attends depuis 2015. Il devait sortir en 2016, on avait vu quelques photos, il n'est pas sorti en 2016. Là c'est bon, cette fois c'est sûr, il sort au mois de février. J'ai très très hâte de le voir. J'adore tout ce qui... ça je l'ai déjà dit, mais j'adore tout ce qui mélange. Eh bien, j'adore les films où on voit des étrangers qui découvrent le monde féodal japonais ou le monde japonais. J'adore ce genre de film, j'adore Furio, j'adore Dernier Samouraï, j'adore Wolverine 2. C'est tous ces films qui développent ce genre de thème, ce genre de choc des cultures, en particulier occidentale et orientale, j'adore. Ce sont des films qui arrivent facilement à me passionner, et là, Silence, je l'attends énormément. Ensuite, on a Lego Batman. Alors, le film Lego m'avait bien plu. J'étais pas non plus... Voilà, c'était très bien écrit, c'était très bien fichu. L'idée d'en faire un spin-off sur Batman,
bon, il y aura peut-être sans doute quelques références à l'univers Batman, ça peut être sympa, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Rock'n'Roll de Guillaume Canet, qui a l'air d'être une comédie plutôt décomplexée, plutôt sympa. Voilà, l'abondance m'a bien plu. J'espère que le film suivra et saura satisfaire mes attentes. Underworld Blood Wars. Le premier Underworld, je me faisais chier. Le deuxième était très cool. Le troisième était moyen. Le quatrième était moyen. Qu'en est-il de ce cinquième? Sans doute qu'il sera pas terrible, mais bon, si au moins l'histoire est un peu intéressante, que le film se laisse suivre, voilà. Peut-être que ça fera son affaire. Loving de Jeff Nichols, voilà, je suis très curieux, j'ai hâte de le voir. Ça va être un très beau film. John Wick 2, j'ai beaucoup aimé John Wick premier du nom. Le problème, c'est que l'effet de surprise n'est plus là. Alors, est-ce que le 2 saura surpasser le premier? Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ce même genre de scène d'action qu'il y avait dans le premier film. Très punch, très rapide. Voilà, j'ai vraiment très, très hâte de voir ça. Split, dernier film de M. Night Shyamalan, qui selon moi n'a pas fait de bons films depuis Incassable. Donc on verra. Lion, avec Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman. Je l'attends parce que ça a l'air d'être une belle histoire et puis que sans doute que le film sera nominé aux Oscars. Donc voilà, je suis curieux. Fences, film réalisé par Denzel Washington et avec Denzel Washington et Viola Davis. Si tu me mets l'une de mes actrices préférées et l'un de mes acteurs préférés, forcément je suis curieux. Voilà, surtout que Denzel Washington, ses dernières réalisations, c'est quand même un épisode de Grey's Anatomy qui était pas mal. C'était un épisode de Grey's Anatomy quand même. Donc voilà, je suis très curieux de savoir à quoi va donner ce film qui part avec de très très bonnes critiques. S'en suivra ensuite Logan, le dernier film avec Wolverine, le dernier film avec Hugh Jackman en tant que Wolverine, que j'attends énormément. Il fait partie de mes 5 plus grandes attentes. Et j'ai tellement hâte. Les 2 bandes annonces sont géniales. J'adore l'ambiance. J'attends à être surpris en fait. Je veux que ce soit un film de super-héros que je n'ai jamais vu auparavant, avec une atmosphère différente. Ça semble être le cas. Et j'espère que le film va suivre totalement le pari qui nous vend depuis la première bande-annonce. Donc voilà, j'ai très hâte. Trainspotting 2, je l'attends parce que je suis très curieux de savoir comment on peut faire une suite à Trainspotting premier du nom, qui selon beaucoup de gens est un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas encore vu, donc je vais le voir avant de voir la suite. Mais voilà, c'est la première suite de Danny Boyle. Il n'a même pas voulu faire la suite de 28 jours plus tard. Donc je suis très curieux. Donc Kong Skull Island, que j'attends énormément parce que c'est King Kong, parce qu'il y a Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Brie Larson, tous des noms en on. Qu'en plus c'est le King Kong qui affrontera Godzilla dans un prochain film. Que visuellement le film a l'air d'être magnifique, que King Kong a l'air d'être le plus grand King Kong qu'on a jamais vu. Et donc voilà, j'ai très hâte. Et en plus, pour une fois, c'est un remake et qui ne suit pas l'histoire du premier King Kong. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'histoire d'un tournage de film où la Belle va rencontrer King Kong et tout ça, puis ensuite ils vont ramener King Kong aux États-Unis et puis voilà, c'est pas le King Kong de l'Empire State Building. Donc peut-être que voilà, il y aura un semblant de neuf. Se suivra ensuite Miss Sloane, qui a l'air d'être un film intéressant, car tout film avec Jessica Chastain est forcément intéressant. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. God Particle, qui sans doute ne sortira pas au mois de mars, puisqu'il a été annoncé qu'il allait devoir être reporté, qui est clairement un Cloverfield 3. Étant donné que 10 Cloverfield Lane était excellent, j'attends avec énormément d'impatience
ce troisième Cloverfield. Voilà, on n'en sait pas plus. J'ai hâte de voir la première bande-annonce. La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, ça n'a pas l'air d'être ouf. Ça a l'air d'être très beau. Ça a l'air d'être très bien joué. Et ça a l'air d'être une adaptation bête et méchante du dessin animé. Et le livre de la jungle avait au moins changé 2-3 choses. On n'avait pas l'impression de revoir le dessin animé directement à l'écran. Et si là, on revoit juste le dessin animé directement, c'est une adaptation bête et méchante, c'est un peu triste, quoi. Et autant regarder le dessin animé directement. Il n'y a pas d'intérêt sinon. Donc voilà, je suis très sceptique, mais j'irai le voir sans doute. Donc ensuite, nous avons Life, film de science-fiction qui a l'air d'être très intriguant, avec un casting aux petits oignons, Jack Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson. Donc je suis très intrigué, ce sera peut-être même un meilleur Alien qu'Alien Covenant. Je n'espère pas, parce que j'ai beaucoup d'attentes pour Alien Covenant. Mais voilà, je suis curieux. King Arthur de Guy Ritchie, qui pour le coup ne me tente pas du tout. Quand je vois la bande-annonce, je me dis mais où vas-tu, Guy Ritchie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me tente pas. Je ne comprends pas l'intention. Je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire. Alors, ce sera peut-être excellent, mais la bande-annonce ne me vend pas du rêve. Et c'est dommage parce que j'ai adoré Sherlock Holmes 1 et 2. Et j'ai adoré Agents très spéciaux, où j'ai trouvé que c'était un excellent film d'espionnage, action-espionnage. Et là, King Arthur, on verra. S'en suivra ensuite Ghost in the Shell, qui est l'un des films que j'attends le plus, parce que les images ont l'air d'être dingues, parce que ça a l'air d'être une très très bonne adaptation, qui ne semble pas par contre faire un copier-coller du dessin animé, mais réellement mélanger plusieurs thèmes abordés dans la série animée et aussi dans les deux films. Donc, ce qui pourrait être intéressant. Et voilà, j'ai très très hâte. Il y a ensuite Power Rangers, qui a l'air d'être une belle daube. Mais violent, quoi. C'est Chronicle, mais en combi fluo. Ça n'a pas l'air terrible. Même la dernière bande-annonce, ouïe. Les effets spéciaux font piquer un peu les yeux. J'ai très très peur. Mais on verra. Fast and Furious 8, que j'attends parce que c'est Fast and Furious 8, qu'en plus la méchante sera Charlize Theron, qu'il y aura Hélène Mirren, que Vin Diesel semble être devenu un traître, mais bien évidemment on s'attend tous à ce qu'en fait, non mais j'étais un traître pour pouvoir mieux piéger la méchante, patati patata. Bref, les scènes d'action ont l'air d'être complètement ouf. Voilà, ça a l'air d'être bien. J'espère juste que la saga ne commence pas à s'essouffler. Finir avec l'épisode 7 aurait été quasiment parfait. C'est dommage qu'il y ait un 8, un 9 et même un 10 qui ont été annoncés. On verra ce que donne le 8. Mais si ça pouvait être le dernier, ça ne me dérangerait pas. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas faire l'effet à l'âge de glace. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, que j'attends parce que c'est Marvel. La bande-annonce est bonne, sans plus. Je suis pas à fond, je dois vous l'avouer. Je ne l'attends pas comme un dingue. On verra bien. Baywatch, donc adaptation d'Alerte à Malibu, qui a l'air d'être nul. Ils ont fait une comédie d'Alerte à Malibu. J'ai un peu grandi avec cette série qui passait sur TF1 à l'époque. C'est un peu, avec Hercule et Xena, c'est un peu les séries que je regardais. Il y avait des belles femmes. Et là, ça n'a pas l'air d'être terrible. Franchement, il n'y a aucune blague dans la bande-annonce qui me fait rire, qui me fait même décrocher un sourire. Je crains le pire. Et donc Alien Covenant, qui est le film que j'attends le plus de cette année, mais qui est aussi le film dont je redoute le plus, puisque s'il y a un effet à la Prometheus, ce sera clairement un film décevant. Le film se vend comme étant le film le plus effrayant de la saga Alien, mais voilà, je crains un peu. On verra bien. Wait and see.
S'en suivra ensuite Pirates des Caraïbes 5, qui j'espère sera mieux que le 4, mais je n'ai pas plus d'attente que cela. Ensuite, il y aura La Momie, qui s'annonce comme étant le début d'une nouvelle saga des Universal Monsters, comme il existait déjà dans les années 30. Ce qui montre que le premier univers partagé n'est pas celui de Marvel, mais bel et bien celui d'Universal. C'était dans les années 30 et c'était plutôt bien fichu. Donc voilà, j'attends beaucoup cette momie. Ensuite, il y aura Wonder Woman, qui est le premier film de super-héroïne d'Hollywood. J'ai très hâte, les images ont l'air très cool. Ce sera sans doute mieux que Suicide Squad, enfin j'espère. Ensuite, Transformers 5, The Last Night. J'attends plus grand chose de la saga Transformers, mais on peut s'attendre peut-être à une surprise. C'est toujours réalisé par Michael Bay, ça a l'air toujours d'envoyer le pâté. Mais voilà, la crainte est toujours là. Ensuite, il y aura Spider-Man Homecoming, qui a l'air d'être sympatoche, mais sans plus. J'ai rien d'autre à dire. Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan, que j'attends parce que c'est réalisé par Christopher Nolan, sinon, voilà. Valérian, nouveau film de Luc Besson, qui semble être un peu la suite spirituelle du 5e élément, donc plutôt intéressant. La planète des singes Suprématie, qui sera donc le dernier volet de la trilogie. Les deux premiers étaient excellents, donc le troisième sera peut-être bien. Cars 3, dont je n'avais pas aimé les deux premiers volets, que je trouve que c'est les deux Pixar les moins intéressants. Pour le coup, la bande-annonce du troisième s'annonce plus sérieuse, annonce un film beaucoup plus sérieux. On voit très peu les bouches ou les yeux des voitures, donc comme si c'était réaliste. C'est très étrange. Je suis pas sûr qu'ils maintiennent cette vision jusqu'au film, mais on verra. Il y aura ensuite La Tour Sombre, adaptation des romans de Stephen King, dont voilà, je suis curieux puisque, à ce qui paraît, ça fait partie des meilleures sagas de bouquins qui existent. L'univers a l'air d'être assez intéressant, donc on verra. Nouvelle adaptation de Stephen King, ce sera Ça, partie 1. Donc on verra ce que ça vaut. Mais l'image du clown n'a pas l'air d'être très terrible. Et l'idée de faire un film séparé en deux parties, il me semblait qu'Hollywood avait appris de ses erreurs en montrant que ça ne plaisait à personne de devoir voir un film en deux parties, surtout quand la deuxième partie devait sortir l'année d'après. Donc on verra. Blade Runner 2049, donc ça j'en ai déjà parlé, mais les images ont l'air d'être très cool. Ça a l'air d'être un très bon film. C'est réalisé par Denis Villeneuve, donc on verra. Kingsman 2, le premier était très bon, très cool. Donc j'attends beaucoup celui-là, surtout qu'il y a le retour de Colin Firth, et qu'en plus de cela, il y aura Elton John dedans. Donc je suis très curieux. Thor Ragnarok, qui sera plutôt un Thor avec Hulk et avec Doctor Strange. Donc je l'attends énormément. Justice League, que j'attends, même si la bande-annonce du Comic-Con de cette année ne m'a pas du tout vendu du rêve. J'ai même fait naître quelques craintes. Le film essaye d'être drôle en mettant quelques vannes, mais les vannes ne fonctionnent pas du tout. C'est peut-être le problème des conséquences de Batman vs Superman, car le public l'avait jugé trop sombre alors que le film était très bon. Et du coup, maintenant, DC essaye de faire comme Marvel, avec quelques vannes à la mort moelle-neu. C'est un peu dommage. Il y a ensuite Coco, nouveau film de Pixar, dont on n'en sait rien du tout. Donc voilà, je l'attends juste parce que c'est un Pixar. Et enfin, Star Wars épisode 8, qui sera le dernier Star Wars avec Carrie Fisher. Et qui sera l'épisode 8. Donc voilà, je suis curieux de savoir ce que va donner la continuité, la suite de cette nouvelle trilogie. Et donc voilà, j'ai fini cette rétrospective 2016, j'ai fini de parler de mes attentes de 2017. Je vous invite donc à partager vous aussi vos attentes et vos critiques de films de 2016.
et je vous souhaite à tous encore une très bonne année et à bientôt sur la chaîne.